J'étais la première française. C'était une époque, alors Harvard était quand même ouvert aux filles en 71. Pour mémoire, l'X n'a été ouverte aux femmes qu'en 73. Les opérations, je me suis battue parce que quand on a un bon contrôleur de gestion, un directeur financier, on ne veut pas le lâcher. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Dans cet épisode, plongez dans le parcours exceptionnel de Danielle Lévy-Fenton. Elle a réalisé la majorité de sa carrière dans le secteur automobile sur des fonctions de stratégie, finance et opérations internationales. Première femme française diplômée du prestigieux MBA et de Harvard Business School, Danielle a pourtant démarré sa carrière en tant que physicienne de la matière. Découvrez dans cet échange un condensé d'apprentissage sur des bifurcations professionnelles réussies. Danielle revient notamment sur quelques moments forts de l'histoire de l'automobile, la gestion de la fermeture de l'usine mythique de Renault à Billancourt, ou encore le lancement de la Tata Mobile, son premier pas dans les opérations. Elle distille aussi certains conseils qu'elle a elle-même reçus de ses mentors tout au long de sa carrière. C'est parti pour la grande épopée de Danielle. « 1967, vous avez 21 ans. C'est votre premier jour en tant que doctorante en géophysique. Qui êtes-vous à ce moment précis ? Jeune ingénieur qui a envie de faire de la géophysique, c'est-à-dire la science de la Terre, puis qui est en train de préparer une thèse de calcul en fait sur un phénomène météorologique et le jet stream pour voir comment les nouveaux gros porteurs, les 747, vont être impactés par les vents très très forts qui circulent à 200 millibars, c'est-à-dire à 12 000 mètres. Voilà. J'ai développé un petit anémomètre qui mesurait le gradient entre la position du ballon et l'anémomètre et pour mesurer effectivement la vitesse du vent relatif. Voilà. Et j'ai travaillé après, pour mes calculs, j'ai travaillé de 2h à 5h du matin sur le plus gros ordinateur disponible en France. Ça, c'était vous à 21 ans. Comment vous vous présentez aujourd'hui ? Retraitée, bien occupée. J'ai fait des cours à HEC pendant toute ma carrière et à un moment donné, j'ai commencé à faire des cours en Chine et je suis très intéressée par la Chine. Et puis, j'ai une petite activité parallèle qui est en gros d'aider les entreprises, les toutes petites entreprises, soit à acheter, soit à se vendre et éventuellement améliorer leur performance industrielle par ce que j'appelle le cash caché. Merci pour cette présentation, Danielle, et bienvenue sur Les Grandes Épopées. Merci de m'accueillir. Et merci de m'accueillir chez vous à Iltudi, en Bretagne Sud, pour cet échange. Je vous rappelle, dans ce podcast, l'idée c'est d'explorer certains momentum de votre carrière. Ce que je vais chercher à comprendre, c'est comment vous les avez vécus à l'époque, mais aussi grâce à votre recul aujourd'hui, ce que vous en retenez. Donc je tenais encore une fois à vous remercier d'accepter de témoigner à ce micro et c'est parti pour la grande épopée de Danielle. On replonge donc dans les années 67, de début dans la recherche. Ça m'intéresse de comprendre au regard de votre carrière cette première étape. Pourquoi vous vous lancez dans la recherche ? Simplement parce que ça m'intéresse. C'est totalement désintéressé d'un point de vue financier puisque je suis boursière au CNES. Mais c'est passionnant, c'est compliqué, et surtout pour moi et pour la suite, ça a été un début en informatique, je veux dire gigantesque, parce que personne savait faire à l'époque, très peu de personnes savaient faire à l'époque ce que je faisais avec mes 0 et mes 1, parce qu'à l'époque c'était vraiment des 0 et des 1. D'ailleurs, vous en avez parlé un peu dans l'introduction, mais cette manière de travailler, pour qu'on se rende compte et qu'on se remette dans le contexte, il y avait 2 ordinateurs où on pouvait faire des calculs en France. Non, il y avait beaucoup d'ordinateurs où on pouvait faire des calculs, mais il y avait les 2 plus gros, c'était l'ordinateur du CNES à Brétigny sur lequel je travaillais, et il y avait le même en miroir à Toulouse, le même exactement,
qui faisait le tracking des avions. Et si celui-là tombait en panne, automatiquement, moi, j'étais éjectée et c'était celui de Bretigny qui reprenait le... Et pour la petite histoire, le plus gros des plus gros, donc les deux là, ils refaisaient 256 K. Aujourd'hui, dans ma montre, je dois avoir beaucoup plus que ça. Voilà. Ça, c'était le début des gros ordinateurs. C'était des salles plus grandes que 3 fois mon salon. Enfin, c'était le début. Et moi, j'étais physicienne de la matière, donc j'ai fait ça, mais j'ai fait aussi du transistor et du nucléaire. C'est comme ça qu'après, je suis allée travailler chez Framato. Et c'était une spécialité qui s'appelait physique du solide. J'aurais été dans l'électronique et dans le transistor, c'était pareil. J'aurais fait des choses nouvelles, quoi. Ce début de carrière dans la recherche, ça va pas durer très très longtemps. Alors, bon, il y a deux choses, en fait. C'est facile à voir. Les gens qui travaillaient, enfin, les attachés de recherche ou même les professeurs, les manips en géophysique, il faut envoyer maintenant, c'est des satellites, mais même à l'époque, c'était des fusées. C'est des manips qui prennent 7-8 ans, quoi. Et moi, j'ai pas la patience d'attendre 8 ans pour avoir des résultats, quoi. Mon mari a fait de la recherche. Et lui, j'ai vu, c'était vraiment, il faut une patience d'ange pour faire des trucs comme ça. Moi, ça me convenait pas et j'ai jamais regretté d'avoir vite bifurqué sur autre chose. Et ça, vous le réalisez vraiment à l'issue du doctorat? Même avant. Ah oui. J'ai fini parce que tout le monde me disait, même mon patron de thèse a eu un très grave accident de voiture et donc j'ai pas pu passer ma thèse, soutenir ma thèse avant que je me marie et que j'aille à Marseille. Donc je l'ai passé 1 an plus tard et je voulais même pas le passer. Mais mon patron m'a poussé à le faire et il a bien fait parce que même si ça m'a jamais servi à rien, ça m'a valu le respect de la communauté scientifique, si on peut dire. Enfin, oui, vous étiez docteur. Voilà, j'étais docteur. Vous aviez le titre. Donc quand vous décidez finalement de faire autre chose, si on fait un peu un saut dans le temps, donc vous rejoignez le monde de l'entreprise, toujours dans quand même des entreprises plutôt technologiques. Au début, je suis tombée sur une société qui s'appelait Crédit Moderne et qui était une société de crédit à la consommation. Et son patron, donc moi je cherchais du travail à Marseille et Marseille c'était pas si facile que ça. D'accord. Son patron a eu l'idée de m'embaucher pour faire du conseil. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait des payes et des comptabilités au Grand Moulin de Marseille, à plusieurs sociétés comme ça. Mais je me plaisais pas trop à Marseille. Donc, dès que mon mari a eu une opportunité, je l'ai suivi, puis j'ai recherché du boulot à Paris. Mais du coup, finalement, la rencontre avec l'univers de la finance, elle est fortuite. Ou vous l'avez choisie? Ah oui, tout à fait fortuite. Oui. Même, je dirais, rien à voir. Mais c'était le début du contrôle de gestion. Et pour entrer, c'est toujours bien d'avoir une activité un peu qui n'est pas trop occupée, je dirais. Enfin, qu'il y a trop de monde qui le fait, quoi. Et donc, moi, comme j'avais fait déjà des payes et des comptas, c'était le début. C'est finalement quelque chose qui va suivre toute votre carrière, la question de la finance d'entreprise, etc. Donc finalement, le point de départ, le passage de la vie de scientifique à la vie de professionnel, on va dire, dans le monde de l'entreprise, part d'un hasard quand même. Ouais. Oui, sauf que j'avais fait l'IAE entre-temps aussi, parce que je suis toujours en train de faire 3 choses à la fois. Et donc, oui, j'avais un diplôme de gestion qui était très bien d'ailleurs. L'IAE, c'est toujours d'ailleurs une formation très intéressante. Ok, bon, je vais encore en découvrir pendant notre échange, je pense. On a beaucoup échangé pour préparer cet entretien, mais c'est bien comme ça. Moi aussi, avec les auditeurs, je vais être dans la découverte. Comme dit un de mes copains, j'ai beaucoup de casseroles. Beaucoup de cascades, je dirais, plutôt pour vous. Il y a un premier momentum en 74, où là, vous allez aux États-Unis et vous suivez un MBA à la Harvard Business School. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la genèse de ce moment? Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ce départ. Alors, le départ, il était prévu de longue date, puisque mon mari faisait de la recherche, et c'est toujours là, d'ailleurs, le moment où on fait ce qu'on appelle un postdoc. Donc, je savais qu'à un moment donné, j'allais partir aux États-Unis. Et donc, on a dit, et on va faire un bébé. Donc, on a fait un bébé. Et moi, je me suis dit, je vais pas rester 2 ans à regarder. Je veux bien m'en occuper, mais c'était pas mon genre de rester à pouponner toute la journée. Donc, j'ai postulé à rentrer à Harvard, qui était quand même, pour ma famille, c'était un peu le summum du summum.
pas forcément pour faire du business, hein. Ma mère elle avait un doctorat d'histoire et mon père a fait Sciences Po et puis un doctorat de je sais pas exactement quoi. Et j'ai été prise, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. J'étais la première française. C'était une époque, alors Harvard était quand même ouvert aux filles en 71. Pour mémoire, l'X n'a été ouverte aux femmes qu'en 73. Donc voilà, c'était une époque. Alors il y a des tas d'anecdotes rigolotes aux États-Unis aussi, parce que il y avait 9 amphis sur 3 étages, et les toilettes étaient au bout de chaque côté, et ils avaient mis qu'un seul des 9 pour les femmes. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé que les femmes, elles mettaient 3 fois plus de temps que les hommes pour faire pipi. Et du coup, voilà. Donc on se connaissait très très bien. On était quand même assez nombreuses, 10-12%. Et on se connaissait parce qu'on faisait la queue. Ouais. C'est drôle quand même. Ah oui, ça c'est des petites histoires. Mais on est restés copines et habitant Paris, j'ai eu la chance d'avoir tout le temps des visites américaines. Oui, des anciennes qui revenaient. Ça, c'est un avantage, effectivement. Vous n'êtes pas forcément très fan de ce terme de pionnière, mais vous étiez quand même une des premières, enfin la première femme française à le faire. À cette époque-là, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on vous en parle? Ou est-ce qu'en fait c'est un épiphénomène et on... Alors, il y a 2 choses. Premièrement, j'étais pas sur le campus. J'étais beaucoup plus vieille parce que j'avais déjà travaillé, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, j'étais beaucoup plus vieille. Et comme mon mari travaillait, on était payés. Et du coup, on avait loué une maison avec notre petit garçon. Et moi, j'étais pas sur le campus. Donc, je faisais pas partie des groupes de travail, etc. D'un autre côté, je travaillais à peu près 4 fois plus vite que les jeunes, entre guillemets, de ma classe, quoi. Donc ça, et je lis vite, donc bon, voilà, ça n'a pas posé particulièrement de problème. Et puis franchement, quand vous faites de la science, quand vous faites de la physique, le prof, il commence en haut à gauche et il finit en bas à droite et vous avez rien compris. Alors que quand vous suivez à cours, vous n'avez pas besoin de travailler après. Vous suivez, enfin bon, même la finance compliquée, pour moi, c'était rien du tout. Vous l'aviez vécu comme quelque chose d'assez... Enfin, les cours, en tout cas, c'était pas ça qui était le plus compliqué. Qu'est-ce que vous en avez le plus retenu, du coup À des cours? Pas forcément des cours, mais de cette expérience-là. Ah bah c'est moi, j'avais fait ma 3e année déjà en Allemagne, parce que je parlais déjà bien allemand, et j'avais fait de la physique fondamentale, mais meilleure que celle que je faisais à l'INSA. Et là, c'était un peu pareil, quoi. C'était vraiment, on a parlé tout à l'heure du cash flow, ça n'existait pas dans un c'était que des cours de compta en France, quoi. Et donc, moi, ça m'a quand même dit, ouais, bah maintenant, je sais pourquoi on travaille, quoi, hein. Et quand je suis rentrée aux États-Unis, au bout des 2 ans, j'ai eu des problèmes avec les collègues de mon mari, à qui je disais, ben oui, si je faisais pas des voitures, on n'aurait pas d'argent pour faire des hôpitaux. Et ça, c'est un truc que j'ai compris, que je n'avais jamais compris avant, hein, mais que j'ai compris en faisant des études de business sérieuses, quoi. Ça, c'est quand même important, parce que si on fait pas, on vend pas un produit quel qu'il soit, il n'y a pas de bénéfice, et s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de possibilité d'investir dans l'école, etc. Tout à fait. Donc ça paraît effectivement globalement évident, mais parfois il faut rappeler certaines évidences. Ouais. Certaines évidences sont importantes. Et là, avec le recul, cette formation-là, est-ce qu'elle a eu un impact sur votre carrière, à court terme, à long terme? À court terme, je crois pas. Par contre, oui, à long terme, bah, c'est un peu comme si vous sortez de l'X, vous avez un peu des trucs, des choses où les gens, même si vous avez aucune compétence, les gens vont reconnaître que peut-être ça vaut le coup d'essayer. Je crois que c'est ça qui s'est passé pour moi. Les gens ont accepté d'essayer, ça s'est pas trop mal passé, donc on a monté une marche, etc. Ça fait la bonne transition avec le job que vous prenez en arrivant, en revenant pas d'entrer en France. Il y a quelqu'un qui vous fait confiance pour devenir la CFO de l'usine de Billancourt. Donc pour nos auditeurs peut-être les plus jeunes, c'était l'usine historique 12 500 personnes. de Renault en France, en fait. J'ai été embauchée aux États-Unis. C'est la seule et unique fois qu'ils ont recruté des MBA de Harvard, que Renault a recruté des MBA de Harvard, parce que le directeur général de Renault à l'époque était le patron des États-Unis.
D'accord. Et donc, ils voulaient mettre un peu de variété dans le recrutement. Ça, c'était une chose. Et puis, j'ai commencé quand même ma carrière, comme tout MBA qui se respecte, dans le plan stratégique, enfin, à la direction de la planification stratégique, où j'ai fait des acquisitions, fusions, des dossiers plus ou moins importants du genre, est-ce que Renault doit rentrer dans la course automobile? Est-ce qu'on doit s'implanter au Brésil? Enfin, Hmm. donc c'est comme ça que j'ai commencé. Puis au bout de 3 mois, 3 ans, j'ai rué dans les brancards en disant maintenant je voudrais faire des voitures. Et comme personne voulait aller à Billancourt parce que tout le monde était sûr que ça allait être fermé, je suis allée voir mon patron, encore une personne qui m'a bien aidée et qui m'a dit au train où ça va, où les décisions se prennent, vous avez largement le temps de faire votre Votre carrière, expérience, en si on fait. va votre expérience exactement, avant qu'il ferme. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que moi, je suis partie En 86 et en t'as carné en 80 89. en 92. 92. Ouais. Ok, ça oui, donc ça a mis encore un bon Donc, point. Ouais. vraiment, il m'avait donné aussi un bon conseil, quoi. Et alors, du coup, vous arrivez sur ce job, vous décidez en fait d'y aller, d'aller à Alors, l'usine de Billancourt. tout le monde, enfin, Ouais. il y a des gens qui. Alors, il y a eu deux avis qui étaient intéressants. Donc, mon patron de l'époque, qui était le patron de toute la stratégie, le plan, enfin, le plan produit et tout ça, qui me dit, mais allez-y, vous avez le temps, comme je viens de raconter. Et puis, l'autre aspect qui est aussi intéressant, l'ancien directeur de l'informatique, parce que j'allais être responsable aussi de tout ce qui est informatique, toutes les innovations. J'ai introduit le PC à Billancourt, enfin des choses comme ça. Et ça aurait été mon patron fonctionnel d'une certaine manière, enfin à la D'accord. compta d'une part et puis ça d'autre part. Et il me dit, Madame, vous allez avoir une chance, c'est que quand vous ferez vos courses, personne ne vous reconnaîtra. Si vous êtes le directeur financier de Flins ou de Sandouville, tout le monde va vous dire bonjour au marché, quoi, hein. Hmm. Et moi, j'appréciais beaucoup cet anonymat. Moi, j'apprécie Paris et je veux pas du tout être une vedette. Oui, parce que c'est vrai que c'est une ville dans la ville quand même, Ah, l'usine, c'est cette usine. incroyable, ouais. Et C'est c'est pour ça qu'il a fallu que j'en parte parce que on peut, c'est incroyable. On est pris toute la journée par un autre problème et puis voilà, il faut s'en occuper. C'est vraiment une ville dans la ville. C'est tout à fait le terme qui convient, quoi. Et vous deux devenez complètement pas obsédé, mais enfermé, je dirais plutôt. Et je voulais revenir sur un élément. Dès le début, en fait, le plan, enfin la promesse, ou en tout cas le plan est clair. C'est-à-dire que c'est une usine qui est amenée à décélérer. Fermé, ouais. On appelle dans le jargon le ramp down. Ouais. Enfin, on sait que ça va. Voilà. Donc vous arrivez, vous savez que ça va être ça. En gros, c'est un peu schématique, mais soit on arrive dans des périodes de croissance, on arrive dans des périodes comme ça, soit on arrive dans des périodes où on ne sait pas trop, c'est flat. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont amenées à travailler dans ce type de contexte Ouais. où il faut décélérer. Ça a été quoi peut-être vos apprentissages de ce type de dynamique parce que Alors, en préambule, il faut quand même dire qu'il n'y a pas eu licenciement à Billancourt, hein. Il y a eu 6 personnes qui ont balancé le bureau du directeur sur un petit chemin où il y avait des gens qui pouvaient passer. Mais tous les autres, c'était une décroissance. Et là où ma compétence en planification stratégique a servi, c'est que j'ai eu une idée qui a fait son chemin dans les arcanes de Renault, qui a été acceptée et qui était de dire c'est pas la peine de se fatiguer, de toute façon, il part, on faisait des histogrammes, il part 1000 personnes par an, juste à cause de la mesure d'âge. Et la mesure d'âge, c'était quand même une mesure juste, enfin acceptable, disons, hein. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et les premiers plans, c'était terrible, enfin, soi-disant. Et puis peu à peu, et puis les gens sont partis. Il y avait énormément de gens qui savaient ni lire ni écrire, quand même à Billancourt, hein, parmi les travailleurs. Donc ça a été, bon, d'un point de vue syndical, ça a été très très fort. Mais les gens ont soit acheté un camion et sont partis faire un garage au Maroc, mettons. Ou bien ils sont restés parce que leurs enfants et leurs petits-enfants étaient là. Et moi, je croise encore des gens dans le 15e qui auraient très bien pu être des ouvriers de Renault, quoi, hein. Et ça s'est fait, d'un point de vue financier, pour les gens qui sont partis, ça n'a pas été un drame. ok. Et dans la manière d'opérer ce type de moment, en fait, c'est quoi le plan, en fait, il est annoncé Oui, alors bon, c'est pas moi. Moi, j'étais pas là-dedans, hein. Il y avait des réunions entre la direction et les syndicats. Hmm. Moi, j'étais là juste
excusez-moi, juste pour présenter les chiffres. Hein. Donc, s'il y a 1500 personnes, on pourra plus faire que tant de voitures, etc. Quoi. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Mais moi, j'ai pas été ni dans le fait de le vendre aux étages supérieurs de Renault, ni dans le fait de vendre aux gens qui devaient partir. Quoi. Ok, très clair. Ceci étant dit, vous étiez dans le comité de direction avec ce rôle-là. Le rôle de directeur financier. Exactement, voilà, directeur financier. Racontez-moi un peu, parce qu'on en a un peu parlé avant, mais c'est la première fois que vous arrivez, vous êtes pour la première fois dans un comité de direction. On est dans le jour 1 et puis il se passe ce qu'on espère qu'il se passe pas, mais il se passe ça quand même. Oui, et écoutez, moi, ça m'a plutôt... Alors, j'ai aucun esprit de répartie, faut dire, mais ça m'a plutôt amusé. Même sur le coup, j'ai pas pris ça. On me dit, de toute façon, ça m'est égal. Moi, je fais ce que j'ai à faire du mieux possible. Et oui, il y a un des directeurs, c'était le directeur de la partie outillage. J'arrive, je rentre dans la salle, puis je commence à préparer mes slides pour montrer les chiffres. Et puis, lui, il arrive et il dit, ils l'ont pas C'était la première fois que tout le comité de direction, vous voyez, il dit, ils l'ont pas choisi, trop moche. Un truc comme ça. Et bon, moi, j'ai fait comme si j'avais pas entendu et c'était très bien comme ça. Et bon, on n'est pas devenus ennemis, quoi. Hein. Vous n'aviez pas réagi à ce moment-là? Ah non, j'ai pas réagi plus que ça. Non. Okay. Mais il y a personne, enfin bon, on peut épiloguer, mais il y a personne ni qui a rigolé déjà, mais non plus qui a dit ni pas n'importe quoi ou arrête ou je sais pas quoi. Enfin, c'était encore complètement la période de méfiance. Mais ça s'est passé assez rapidement. Mais c'est fou en fait, parce que je me disais en fait ça pouvait arriver n'importe quand, bon, ça arrivait le jour 1. Il valait mieux que ça arrive le jour 1 quand même. Ou que ça arrive pas. Et que ça arrive. Cet onboarding dans ce comité de direction, comment est-ce qu'au départ on fait sa place Alors, je vais sauter. Hein. Je vais encore raconter une anecdote que je ne vous ai pas racontée d'ailleurs, mais il y a eu le lancement de l'Express et la logique, c'est que quand l'usine qui lance une nouvelle voiture invite tous les comités de direction de toutes les usines, un grand banquet, etc. Et donc, nous, on avait fait un banquet et on avait une magnifique collection d'anciennes voitures. Et donc, chaque membre du comité de direction conduisait une voiture. Et moi, je conduisais une voiture avec un superbe chapeau habillé comme, je sais pas quand, en 1890 ou un truc comme ça. Et donc, un autre jour, je présente donc les résultats. Et puis, il y a quelqu'un qui, pendant que je regarde ailleurs, met une diapo où c'était moi en Tata Picsou, habillée avec ma voilette et mon beau chapeau, et en cadar, quoi, en Tata Picsou. Et donc ça, c'était, voilà, là j'avais été acceptée, ils n'avaient pas peur de faire des trucs comme ça, et c'était très bien, et tout le monde a rigolé, quoi. Voilà. C'était l'autre côté du cas. Donc ça permettait de dire, ok, ça y est, vous êtes dans l'équipe. Voilà, je suis dans l'équipe. Et pour arriver à devenir Tata Picsou, qu'est-ce qu'on fait? Rien, on explique qu'ils dépensent trop d'argent et qu'ils n'auront pas les investissements qu'ils veulent. Et puis, oui, on perdait, alors je crois qu'il ne faut pas que je le dise quand même, mais on perdait énormément d'argent à la voiture. Et donc, il fallait absolument diminuer les coûts, quoi. Et donc, voilà, on s'est tous occupés de faire ça. Moi, mes effectifs à moi, qui étaient 350 personnes quand je suis arrivée, ils étaient plus que 228, je crois, à la fin. Donc, tout le monde a réduit, nous, c'était des frais fixes. Hein. Donc, on a réduit nos frais fixes, etc. Tout le monde. Alors, moi, je ne pouvais pas leur demander de faire un budget base zéro, ou peu importe. Le budget base zéro, c'est un outil qu'on n'utilise pas suffisamment, je trouve. Et ça vaut peut-être pour les gens qui auront la gentillesse de m'écouter, c'est que le budget base zéro, c'est quand même vraiment une manière de réfléchir comme si on construisait l'usine. Parce que c'est évident que c'est plus facile de faire du neuf que de récupérer un truc en 7 étages comme était l'usine de Billancourt et de faire quand même, on se comparait à des usines neuves. Hein, donc c'était pas si évident que ça, disons. Ouais, c'est intéressant, ça permet en fait de sortir les actifs en fait qui sont déjà là, qui sont déjà rien même des fois. Oui.
Ouais, on en parlait aussi de la question du gaspillage. En fait, ça permet vraiment de reposer. Totalement, oui, Mm. totalement, ouais. Puis on avait, enfin, je dois dire, moi j'ai une pensée en disant ça, aux deux personnes qui s'occupaient de ça chez moi, enfin dans mes services, et qui avaient une telle connaissance des prix de revient qu'ils étaient capables de dire, il faut que tu leur fasses diminuer tel poste et tel poste. Et après, bon, bah, c'était à moi de me débrouiller, mais je savais un peu que je leur demandais pas quelque chose d'impossible, quoi. Et parce que j'avais une bonne enfin, c'était deux personnes, hein, mais qui connaissaient parfaitement et qui savaient très bien où il y avait un peu des abus, disons. Ok. Est-ce qu'il y avait un peu de gras? Il y avait un peu de gras, voilà, c'est ça, des noisettes. On disait des noisettes. Ok, c'est C'est peut-être plus joli. plus joli, ouais, effectivement. C'était quoi un peu la perspective quand on est CFO d'une usine? On va vers quoi ensuite? Bah, moi, ma perspective, c'était de devenir directeur d'usine. Et j'ai eu la chance d'avoir un patron à qui je dois énormément et qui m'a dit, Madame, vous ne serez jamais directeur d'une grosse usine chez Renault. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai pris ma décision de partir parce que je voulais pas. Quand on vit dans c'est toujours le cas, hein, quand on vit dans une grosse usine comme ça, il y a tous les jours 18 problèmes, soit les problèmes de personnel. Moi, j'ai eu des hommes battus, des trucs invraisemblables, quoi. Ou des grèves, simplement. Alors, un jour, on avait un problème, on ne pouvait pas payer les fournisseurs et ma chef comptable, elle est montée, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'usine et elle est montée en disant au gars qui surveillait, s'il m'entend, il va un peu rigoler, en surveillant, qui nous empêchait de monter en fait. Et donc elle lui dit, tu sais, j'ai des poissons, parce que je connaissais, hein, elle lui dit, tu sais, j'ai des poissons rouges, il faut que j'aille nourrir les poissons rouges. Et donc elle va nourrir ses poissons rouges et puis elle revient avec 2 chéquiers dans son soutien-gorge, quoi. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment sûr. Et elle a pu, oui, mais parce que les petits fournisseurs, il fallait quand même, on savait pas combien de temps ça allait durer et tout, il fallait quand même Donner de l'air, en fait. les payer. Mm. Ouais. C'est très drôle, mais je trouve que c'est incroyable aussi de se dire cette conscience aussi à ce moment-là de la chaîne de valeur, où il faut en fait la protéger même quand il y a des tensions. Mais d'ailleurs, sur cette relation avec les syndicats, cette période-là, en fait, elle a été quand même assez folle. Enfin, j'imagine que vous avez beaucoup appris à connaître. Oui, le milieu syndical, mais il faut dire que le milieu syndical de Billancourt, c'était quand même des gens d'un niveau extraordinaire. Enfin, c'était une école, le syndicat mixte, que ce soit la CFDT ou la CGT. Enfin, on a pu fermer l'usine comme on l'a fermée parce que la CFDT a accepté que si on ne fermait pas, tout allait couler, hein. Et donc, la CFDT mais même la CGT. La CGT, elle était contre, parce qu'elle était contre, c'était son boulot, si je puis dire, encore que je pense qu'elle avait tort, mais c'est pas à moi de dire. Mais la CFDT, le patron de la CFDT locale, c'est grâce à lui, enfin, avec le directeur de l'usine, bien entendu, que ça s'est passé, on peut pas dire sans heurts, il y a eu des grandes grèves. Mais la dernière grande grève, elle a eu lieu en 85. Et l'usine, elle a fermé en 92. Donc, c'était quand même déjà une situation assez apaisée. Et toi, du coup, ah, pardon, toi. Avec plaisir, il n'y a pas de Bon, on passe en tutoie, voilà. C'est vraiment un réflexe. Ça fait quelques heures qu'on se parle. En 3 juniors, tout le monde se tutoie. D'ailleurs, anecdote, ça m'a beaucoup frappé quand je suis arrivée à Billancourt, c'est que, même à la planification, chez Renault, à la planification stratégique, les gens s'appelaient par leur nom de famille et se tutoyaient. Okay. Mais ils ne connaissaient pas leur prénom. C'était assez marrant. Hein. C'est étonnant. C'était comme ça. Ouais. C'était la culture. Ouais. Non, du coup, c'est inédit sur les grandes épopées. On passe. Voilà. J'ai vous vraiment aussi temps cette personne. Voilà. C'est très bien. Si ça te convient, ça me va aussi. Donc là, on est dans la fin des années 90, donc 86. Tu décides de partir de Billancourt. Ouais. Pour faire quoi alors, justement, ça c'est un gros problème, et je pense que tout le monde a le même. Quand vous avez un parcours de directeur financier, alors j'avais la finance, l'informatique, comment ça s'appelait, la méthode, les méthodes, voilà. Donc tout ça, vous avez une casquette de directeur informatique et puis terminé. Mais moi j'étais encore très très jeune et donc j'avais pas envie de faire que ça. Mais malheureusement, les chasseurs de tête vous embauchent que pour être directeur financier. Pour être directeur financier.
Donc, j'ai eu une offre de Framatome. Comme je suis physicienne formation, et c'était l'époque où Suard a racheté, je ne sais plus combien, mais la majorité de Framatome. Et donc, il n'était pas content parce qu'il n'y comprenait rien. Il y avait des projets, le suivi par projet était parfait. Et quand il demandait combien j'ai d'ingénieurs qui font de la R&D sur le béton, combien j'ai d'ingénieurs qui font de la R&D sur le combustible, personne n'était capable de répondre puisqu'ils étaient tous répartis par centrale. Il y avait 44 centrales en construction à l'époque. Et donc, voilà, et donc j'étais embauchée pour faire ça. Bon, alors, je l'ai fait sur alors, 100 grands logiciels, sur à l'époque des disquettes. Donc, il y avait 7 divisions qu'on a fait. Et puis, je me suis vite... À l'époque, Framatome était riche comme Crésus, EDF aussi. Et donc, je me suis vite ennuyée, quoi. Donc, j'ai tout de suite... Enfin, au bout... J'étais embauchée pour faire quelque chose, je l'ai fait, mais après, j'ai cherché du boulot, quoi. Mais là, avec le recul, du coup, tu te dis, t'aurais pu à ce moment-là prendre une autre porte? Oui, j'aurais pu sauter la porte Framatome, oui. Et en fait, là, si on essaie de prendre justement un peu de recul, si tu devais le refaire, ça serait quoi ta stratégie ou Non, mais je crois on n'a pas le choix. Moi, je suis convaincue que déjà montrer, d'ailleurs, j'ai un fils qui vient de le faire, on peut pas, un chasseur de tête, il vous embauche que pour ce que vous savez déjà faire, que vous êtes reconnu sur le marché, entre guillemets. Et donc, c'était forcé. Alors moi, j'ai essayé de dire à Framato, je vous fais ça, et puis dans 3 ans, mais bon, il fallait être polytechnicien pour travailler à Framatome, quoi. Et moi, j'étais pas polytechnicienne, c'était clair et net, puisque je pouvais pas l'être, puisque j'étais trop vieille. Il n'y avait pas de filles à Polytechnique quand je suis rentrée. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'INSA, et il n'y avait pas de filles à Polytechnique à l'époque. Donc, c'était de toute façon pas possible by design. Voilà, c'était exactement, c'était impossible. Ok. Et du coup, là, tu réussis finalement à trouver une opportunité, enfin, en tout cas, une entreprise qui veut bien de toi. C'est une démarche. Donc là, c'est pas des chasseurs cette fois-ci, c'est toi qui vas vers les entreprises. Comment ça se passe? Alors, comment ça s'est passé? Non, si, je pense que c'était quand même un chasseur de tête. Je sais plus exactement. J'ai eu à l'époque, donc j'ai commencé à chercher, j'ai eu plusieurs propositions, mais toutes pour faire de la finance ou du contrôle de gestion, ou les deux. Et chez Sommer Alibert, je faisais les deux, donc ça m'intéressait. Ok, oui, c'est ça. C'est que, en fait, il y a une phase de transition. C'est que Oui, ça a duré 7 ans. Quoi. Oui, et vers où la phase de transition. Mais j'étais très contente. Hein. Je voulais plus. C'est vrai que je voulais pas, mais une fois que j'étais dedans, c'était quand même. J'ai commencé chez Sommer Alibert. Le reporting de Sommer Alibert, c'était la secrétaire de mon prédécesseur qui téléphonait aux 25 sociétés du groupe. C'était déjà un groupe assez grand, et qui demandait le chiffre d'affaires et le nombre d'employés, et qui faisait les additions, même pas sur Excel, hein, qui faisait un bout de papier qui additionnait pour avoir le chiffre d'affaires tous les mois, quoi. Alors qu'à l'époque, Valeo, qui était... on n'était pas concurrents avec Valeo, mais faisait déjà un reporting en 7 jours. Donc le 7 du mois, le patron, il avait tous les résultats. Voilà. Oui, donc la capacité à prendre des décisions. L'objectif était clair, quoi. Il fallait rattraper, et on l'a fait, hein, c'était pas si compliqué que ça. On a mis 2 ou 3 ans pour avoir tout le monde, quoi. Et sur cette phase-là de transition qui dure 7 ans, comment est-ce que tu arrives? Parce que la fois d'avant, on te dit c'est pas possible, de toute façon, avec ton profil, il n'y a pas de plan de carrière. Voilà, exactement. Là, c'est quoi? C'est dès le départ, tu annonces la couleur et tu négocies le plan de carrière? Je dis, moi, je vais faire des opérations internationales. Puis au fur et à mesure, mes enfants étaient plus grands aussi, parce que j'étais pas non plus partante quand j'avais des petits, quoi. Hein. Je voulais quand même être à la maison. Et puis après, ils avaient 10-12 ans. D'ailleurs, justement, quand je suis arrivée chez Framatome, là, j'ai une anecdote aussi, je leur ai dit, j'étais déjà prof à HEC, et je leur dis, vous savez... J'avais une nounou très bien qui les a élevés pendant 22 ans. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Et donc, je leur dis, vous savez, je vais changer de boulot. Et puis, donc, je vais aller chez Framatome, etc. Mais si vous voulez, je peux rester à la maison. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous m'avez pas dit? Qu'est-ce que t'as pas dit? Qu'est-ce que j'ai dit?
il n'était pas question, ils se voyaient avec leur verre sur le dos toute la journée, donc voilà, donc ça a été vite réglé. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu l'as dit en te disant, il y a un monde dans lequel ils vont me dire ça m'intéresse et tu vas suivre leur. J'ai pas compris. En fait, à ce moment-là, quand tu leur as dit ça, tu savais qu'ils allaient te répondre globalement Non, va voter ou... je savais pas, mais je pensais que c'était honnête de leur poser vraiment la question parce Mm. que j'avais une possibilité quand même. Je Ok. pouvais très bien, j'aimais pas ça, mais je pouvais faire de l'enseignement pendant les 5 prochaines années et puis après, mais ça aurait pas été un bon choix parce que c'est très difficile une fois qu'on On sort totalement. commence à être plus vieux, ouais. Donc là, finalement, tu passes dans la partie opération internationale. Et donc là, il y a un chapitre, moi, les chiffres que j'ai lus, c'est tu lances des activités, il y a rien et il y a 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est ça. Ben, c'est l'automobile, hein. C'était la grande expansion de l'automobile. Et moi, j'ai donc, après avoir fait mes 7 ans j'ai commencé, en fait, j'étais encore patron. Alors, il n'y avait pas de directeur financier au sens propre, on était coté. Et moi, je ne m'occupais pas de la partie bourse. Il y avait quelqu'un qui s'appelait un trésorier, mais je m'occupais du reste, c'est-à-dire des investissements, de l'équilibrage avec combien il fallait de sous pour faire nos machines et nos usines, etc. Et du coup, la question c'était c'était... t'étais déjà à l'échelle du groupe à ce moment-là? Ah, mais je suis rentrée chez Sommer à l'échelle du groupe. Oui. D'accord, ok. Et... Bah, c'est en fait à l'échelle du groupe, donc il n'y a pas de directeur financier. Non, Il y a un trésorier et quand tu gères toute l'autre partie, rachat, cession et développement de l'activité internationale. Oui, Ok. parce que Mais c'est c'était concomitant encore... en fait, j'imagine. Oui, puis l'activité internationale, au début, était encore très petite, quoi. C'était vraiment du développement. Puis Sommer Alibert, c'était Sommer, le revêtement de sol, Alibert, les armoires de toilette. Et ça s'est développé à partir du plastique, des grands, parce que c'était une compétence d'Alibert de savoir faire des grands morceaux, d'injecter des grands morceaux en plastique. Oui, c'était une diversification en partant en fait des assets de la Voilà, boîte, quoi. exactement. Et c'était pas tellement dans l'automobile, hein. En même temps, on a fait des poubelles et des choses comme ça. Du Cosmoplast, on a une filiale qui faisait des boîtes pour des jolies boîtes pour les produits de beauté. Enfin, il y avait tout un tas de choses. C'était des grands spécialistes mondiaux du plastique. Et donc ça veut dire que quand tu arrives, il n'y a pas encore d'activité automobile Bon, il y en a un peu, mais naissante? non, il n'y a pas grand-chose. Ok. Et comme j'avais été chez Renault, Ah oui, je connaissais quand même bien le sujet. Et toujours pareil, dans le comité de direction, il n'y avait pas grand monde qui connaissait, parce que quand on est en planification stratégique, on voit bien quand même comment on décide, quoi, hein. Donc, ça, c'était... Bon, j'apportais quelque chose. Et puis, je parlais allemand. Et comme peu à peu, on a racheté... Volkswagen était devenu un très grand client. Et il faut savoir qu'il y avait à l'époque que 7 clients dans le monde, hein. Ford, GM, etc. Et c'était pas comme maintenant, il y en a plein. Toyota. Toyota, oui. Et voilà, enfin, il y avait 7. Et donc, voilà, je suis rentrée là-dedans avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et puis, j'avais l'impression de faire ce pourquoi j'avais fait mes études, quoi. Mais là, tu le racontes, ça a l'air très limpide. Mais à un moment donné, comment on passe de... Enfin, je sais pas d'ailleurs, est-ce que ce passage-là, il est plutôt naturel, finance vers opération, est-ce que... Non, les Non, opérations, je me suis battue parce que quand on a un bon contrôleur de gestion ou directeur financier, on ne veut pas le lâcher. Et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai apporté des chiffres qui étaient pas forcément exacts à la minute, à la virgule, mais qui étaient justes, quoi. J'avais vérifié moi-même, c'était très rare. Il y a eu, bien sûr, quelques anomalies, mais vraiment pas comme les grosses anomalies dont on a pu entendre parler. Tout était un peu bouclé, quoi. Et donc, quand on a un directeur financier, on a du mal. Et il s'est trouvé, en fait, que Tata est venu, et moi, je revenais... Ah oui, alors ça, j'ai oublié de raconter ça. Tata est venu voir mon PDG pour développer une voiture en Inde. Mais avant ça, mon mari donc faisait de la recherche et il était invité en Inde pour faire une conférence et puis je suis allée avec lui et premier plan stratégique qu'on avait fait sur des sujets comme ça, c'était la Chine, pas l'Inde. d'accord.
Et seulement, on se faisait un peu, comme à l'époque, traîner dans tout ce qu'on veut, dans le yaourt, par les partenaires chinois qui savaient pas ce que c'était qu'une voiture, qui savaient pas ce que c'était que gagner un peu d'argent, etc. Et du coup, quand Monsieur Tata est venu, mon PDG m'a dit, voilà, toi qui veux faire autre chose, personne ne voulait y aller en Inde, et puis moi, j'aime bien découvrir le monde, quoi. Et du coup, c'est moi qui ai été en charge, j'ai fait tout le projet. Et ça m'a beaucoup plu de chercher une voiture pas trop chère, discuter avec le bureau d'études de Sommer-Alibert pour trouver une planche de bord, et les sièges pas trop chers, etc. Non, il n'y avait pas les sièges d'ailleurs, parce que c'était pas nous, c'était c'était Un autre acteur. un autre acteur qui faisait les sièges. Bref. Et si je reviens, pardon, que je te coupe, mais sur le moment où en fait tu prends ce deal, ce projet, c'est le PDG qui te demande de le prendre. Oui. Et il me dit, montre-moi ce que tu sais faire. Ok. Et il avait la main, en fait, entre guillemets, il n'avait pas besoin du conseil d'administration. Si, bien sûr. Non, le conseil d'administration, non, mais le comité de direction, oui. Non, il y avait le conseil d'administration, c'est pas compliqué, c'était lui et Monsieur de Coninck qui étaient le propriétaire. Facile. Donc, à partir du moment où les deux étaient d'accord, c'était réglé, quoi. Mais, en fait, c'est vrai, mais d'un autre côté, j'ai quand même eu le support de tous les gens. Ça a amusé, parce que, en fait, moi, j'ai fait ça à ma façon. Par exemple, j'ai matché les peintres de Méru, qui était la grosse usine qui faisait la même chose, avec les futurs peintres qui devraient, donc ils sont venus en France, on a loué une maison pour eux, ils sont devenus très copains avec les peintres, et ça a fait des amitiés, en fait, après. Et tout ça, ça passionnait les gens de base, enfin les gens qui faisaient tourner la machine, ils étaient très très contents. Après, le gars qui a choisi les presses et tout ça pour construire l'usine, c'est pareil, il a essayé. Alors moi, je me bagarrais pour qu'on ait un peu ce qu'on appelle maintenant un truc miroir. C'est-à-dire que quand il y avait un pépin, ça venait pas chez moi où j'étais incapable de le faire, mais il téléphonait au peintre, enfin au patron des peintres de Méru, et puis ils se réglaient leurs problèmes entre eux, puis après, de temps en temps, ça prenait feu là-dedans, mais en général, ça se réglait comme ça, quoi. Et puis, ils sont allés en vacances, quoi. Tout ça, les Indiens ne pouvaient pas se payer un billet d'avion à l'époque, même dans l'automobile. Mais par contre, les Français, les ouvriers français pouvaient le faire, donc ils sont allés en Inde. Tout le monde était très, très content. Enfin, ça s'est très bien. Oui, ça s'est très bien passé, sauf que la voiture s'est pas vendue, mais ça, c'était pas vraiment de notre faute, quoi. Mais oui, parce que vous étiez on était fournisseurs. voilà, ça sollicitait sur la partie produire plastique, produire le produit que eux ont designé, en fait. Voilà. Que vous avez designé. Non, c'était pas nous. Enfin, on a fait beaucoup, mais c'était pas nous officiellement. C'était un bureau d'études spécifique qui avait retenu par Tata. Okay. Bravo. Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Daniel Lévy-Fountain. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'anecdotes et de leçons de carrière. Nous y parlerons notamment de ses apprentissages issus de 27 acquisitions d'entreprises réalisées principalement en Allemagne, de la posture originale qu'elle a su adopter lors du rachat de Sommer-Alibert par Forvia, ou encore de son activité bénévole dédiée à la promotion de femmes dirigeantes à des rôles d'administratrice ou d'advisory board dans des grandes entreprises françaises. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi!